Ma mère a envoyé un message dans le groupe WhatsApp de la famille pour inviter tout le monde au dîner de la fête des mères, sauf moi. Elle a dit, tous mes enfants ont réussi, sauf toi. Tu as choisi d'être une simple enseignante et je ne te considère plus comme ma fille. Je ne l'ai pas affronté, je me suis simplement éloigné calmement. Quelques années plus tard. Je m'appelle Ingrid Fairbank-Webb, et j'ai 34 ans. Il y a 4 ans, la veille de la fête des mères, j'ai découvert que j'avais été effacé de ma propre famille, retiré de notre groupe WhatsApp comme une étrangère, comme quelqu'un qui n'y avait jamais eu sa place. Le message de ma mère à mes frères et sœurs était limpide, tous mes enfants ont réussi, sauf Ingrid. Elle a choisi d'être une simple enseignante. Je ne la considère plus comme ma fille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé en pleurant. J'ai simplement disparu, exactement comme elle le voulait. Ce que ma mère ignorait, c'est que 4 ans plus tard, je me tiendrais sur une scène devant 500 personnes, le gouverneur de Virginie me serrant la main, tandis qu'elle serait assise dans le public, sans invitation, attendant un moment de gloire qui n'arriverait jamais. Avant de vous raconter la suite, prenez un instant pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous parle vraiment. D'où regardez-vous cela en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez-moi commencer par le début. La nuit où j'ai réalisé que j'avais perdu la famille que je pensais avoir, et où j'ai commencé à construire celle que je méritais vraiment. En grandissant, la famille Fairbank était ce que les gens, dans notre banlieue de Virginie, appelaient l'image de la perfection. Ma mère, Margaret Fairbank, a pris sa retraite de son poste de directrice régionale de banque à 55 ans, non pas parce qu'elle avait besoin de repos, mais parce qu'elle avait enfin obtenu sa place au Westbrook Country Club. L'adhésion seule coûtait plus cher que mon salaire annuel. Elle portait ses foulards Hermès comme une armure, toujours drapée juste comme il faut sur ses épaules, toujours dans des tons sourds qui chuchotaient « vieille fortune », même si notre argent datait à peine d'une génération. Ma sœur Victoria était le joyau de la couronne. 38 ans, chirurgienne plasticienne à Richmond, avec une clientèle comprenant des présentateurs de journaux locaux et des femmes de politiciens. Elle postait des photos de sa Rolex Datejust, posée nonchalamment sur les tables de restaurants, ses ongles parfaitement manucurés enroulés autour de coupes de champagne lors de galas de charité. Chaque Thanksgiving, elle nous tenait au courant de ses dernières interventions chirurgicales subtiles, comme si nous ne pouvions pas voir le tiraillement autour de ses yeux, ou ses lèvres qui semblaient plus pulpeuses chaque année. Ensuite, il y avait Bradley, 40 ans, avocat d'affaires à Washington DC, qui conduisait un Mercedes G-Wagon qu'il s'assurait de garer à l'endroit le plus visible à chaque réunion de famille. Il avait une femme nommée Caroline, qui collectionnait les sacs à main de créateurs comme certains collectionnent les timbres, méthodiquement, obsessionnellement, toujours à la chasse de la prochaine édition limitée. Et puis, il y avait moi, Ingrid, la plus jeune, celle qui ne correspondait pas tout à fait au portefeuille familial. J'étais enseignante de 4e année à l'école élémentaire de Maple Creek, une petite école nichée dans les terres agricoles vallonnées, à environ 140 km de la maison coloniale immaculée de ma mère. Ma Honda Civic avait 12 ans. Mon appartement pouvait tenir dans le dressing de Victoria. Mais voici ce que personne ne mentionnait jamais lors de ses brunchs au country club, ma mère avait 2 enfants qui avaient réussi, un médecin et un avocat. Pas 3. Jamais. Je n'ai pas choisi l'enseignement parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'avais une moyenne de 4,1 et une offre de bourse complète pour poursuivre des études de médecine à l'Université de Virginie. Le même chemin que Victoria avait pris une décennie plus tôt. Ma mère avait déjà commandé l'autocollant « Futur médecin » pour sa voiture. Elle l'avait dit à tous ses amis du club. Le récit était écrit. Mais j'avais passé cet été-là à faire du bénévolat dans un camp d'alphabétisation pour les enfants défavorisés de notre comté. Il y avait ce garçon, Marcus Junior. 8 ans, qui ne pouvait pas lire au-delà d'un niveau de première année, et à qui on avait répété toute sa vie qu'il était lent. En août, il dévorait des livres de chapitres. Le jour où il a fini Le Petit Monde de Charlotte tout seul, il m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient craquer. C'est à ce moment-là que j'ai su. J'ai appelé ma mère ce soir-là pour lui dire que je refusais la bourse de médecine. J'allais étudier l'éducation à la place. Je voulais enseigner à l'école élémentaire. Le silence à l'autre bout du fil a duré 17 secondes. J'ai compté. Tu gâches ta vie, a-t-elle fini par dire. Pourquoi? Un salaire de fonctionnaire et des enfants ingrats. Elle n'est pas venue à ma remise de diplôme universitaire. Elle a dit qu'elle avait un conflit d'agenda, une garden party, au club ce même week-end.
Victoria a envoyé une carte avec un chèque de $50 et une note qui disait « Bonne chance avec ta petite carrière ». J'ai encaissé le chèque, j'avais besoin de faire les courses, mais je n'ai jamais oublié le message caché sous ces mots « Tu as mal choisi. Tu as choisi moi. Et nous ne te laisserons jamais l'oublier. » Je n'avais pas choisi d'être pauvre. J'avais choisi le sens. Pour ma mère, ces deux choses étaient exactement les mêmes. L'exclusion ne s'est pas produite d'un coup. Elle s'est insinuée lentement, comme de la moisissure dans les coins d'une pièce que personne ne prend la peine de nettoyer. Thanksgiving 2019. Je suis arrivé chez ma mère avec un gratin de patates douces fait maison. Sa recette préférée, celle que grand-mère Ruth avait l'habitude de faire. Quand je suis entré dans la salle à manger, j'ai trouvé mon porte-nom sur la petite table pliante dans le coin. Celle installée pour les beaux enfants de Victoria et le neveu en bas âge de Bradley. « Oh, chérie, nous manquions juste de place à la table principale », a dit ma mère en ajustant ses boucles d'oreilles en perles. « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Tu es si doué avec les enfants. » J'avais 30 ans. Noël cette année-là fut pire. J'avais passé 3 semaines à tricoter une écharpe en cachemire pour ma mère, dans sa teinte préférée de gris tourterelle. Quand elle l'a ouverte, elle l'a tenue en l'air, a souri finement et a dit, comme c'est artisanal. Puis elle s'est tournée vers Victoria, qui lui avait offert une pochette Chanel, et a passé les 20 minutes suivantes à s'extasier sur les coutures, la quincaillerie, l'artisanat. Mon écharpe a fini dans le placard à manteau. Je l'ai retrouvée là 2 mois plus tard, toujours dans le papier de soie, les étiquettes que j'avais soigneusement retirées remises à l'intérieur. Mais le coup de grâce est venu le jour de son anniversaire, début 2020. J'ai appelé pour demander à quelle heure était le dîner. « Oh, Ingrid », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'un regret répété. Le restaurant n'avait que 6 places disponibles. Ton père, Bradley et Caroline, Victoria et son cavalier. Tu comprends, n'est-ce pas? La famille passe avant tout. 6 places. Et d'une manière ou d'une autre, je n'étais pas assez, famille, pour en occuper une. Mais tout cela, la table pliante, l'écharpe oubliée, le restaurant qui n'avait pas de place, rien de tout cela ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. La seule personne de ma famille qui me traitait encore comme si j'existais était ma cousine Rachel. Elle avait 24 ans à l'époque. La fille de ma tante Patricia, de 8 ans ma cadette, fraîchement sortie de l'université et travaillant à son premier emploi en marketing à Charlottesville. Nous étions proches depuis qu'elle était enfant. Je la gardais le week-end, je l'emmenais à la bibliothèque, je l'aidais à faire ses devoirs quand ses propres parents étaient trop occupés à se disputer. Rachel était le genre de personne qui remarquait quand vous aviez mal, même quand vous essayiez de le cacher. La nuit précédant la fête des mères 2020, mon téléphone a sonné à 23h47. Le nom de Rachel s'est allumé sur l'écran. Quand j'ai répondu, sa voix tremblait. « Ingrid, je dois te dire quelque chose. Je ne savais pas si je devais, mais tu mérites de savoir. » Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ton WhatsApp. Le groupe familial. J'ai ouvert l'application, fait défiler jusqu'à « Dîner famille Fairbank », le groupe que ma mère avait créé il y a 3 ans pour coordonner les vacances. Je n'y étais plus. Rachel, je sais qu'ils t'ont retiré. Ta mère a demandé à Victoria de le faire la semaine dernière, mais elle ne l'a fait que ce soir. La voix de Rachel s'est brisée. Ingrid, je suis tellement désolé. J'ai fait des captures d'écran de tout. Je te les envoie maintenant. Mon téléphone a vibré. Une image, puis une autre. J'ai fixé l'écran, les mots de ma mère figés dans l'encre numérique. Et quelque chose en moi est devenu très, très silencieux. Pourquoi tu me dis ça, ai-je chuchoté. Parce que tu es ma famille, a dit Rachel. Même s'ils ont décidé que tu n'es pas la leur. J'ai enregistré ces captures d'écran dans un dossier que j'ai intitulé « Preuve ». Je ne savais pas alors que j'en aurais besoin. Je savais juste que je ne pouvais pas laisser ces mots disparaître. J'ai lu cette capture d'écran 47 fois cette nuit-là. Pas parce que je ne comprenais pas les mots. Je les comprenais parfaitement. Je les lisais encore et encore parce qu'une partie de moi continuait de chercher une faille, une phrase qui pourrait signifier autre chose, un contexte qui pourrait adoucir le coup. Il n'y en avait pas. Le message venait de ma mère, posté dans le groupe familial à 20h32. Rappel, dîner de la fête des mères au Jefferson, 19h précise. Tous mes enfants seront là.
Tous mes enfants qui ont réussi. Ingrid a choisi d'être une simple enseignante. Je ne la considère plus comme ma fille. S'il vous plaît, ne mentionnez pas son nom demain. En dessous, Victoria avait répondu avec un emoji cœur. Juste un cœur. Pas de protestation. Pas d'hésitation. La réponse de Bradley, compris, maman. 2 mots. C'est tout ce que je valais pour mon frère. 2 mots et une conformité totale. Je me suis assise au bord de mon lit, dans mon minuscule studio, le téléphone serré dans mes mains. Et je n'ai pas pleuré. Je le voulais, mon Dieu. Je voulais m'effondrer, hurler dans un oreiller, appeler ma mère et exiger une explication. Mais qu'est-ce que cela changerait? Elle avait pris sa décision. Elle l'avait annoncé à la famille comme un communiqué de presse. Ingrid n'est plus l'une des nôtres, et tout le monde avait accepté. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin, fixant ces messages, lisant les horodatages, remarquant que pas une seule personne, pas mon père, pas ma tante, personne, n'avait protesté. Rachel était la seule à avoir pensé à me prévenir. Au lever du soleil, j'avais pris une décision. Si ma mère voulait que je parte, je partirais complètement, mais selon mes propres termes. Cependant, je n'oublierai pas, et je ne supprimerai pas ces captures d'écran. Certains reçus se gardent pour toujours. Le matin de la fête des mères, je me suis réveillé dans le silence. Pas d'appel, pas de texto, pas de maladroit, tu nous manques, on aimerait que tu puisses venir, de la part de Victoria. Rien. Pour la première fois en 30 ans, je n'ai pas envoyé de fleurs à ma mère. Je n'ai pas appelé pour lui souhaiter une bonne fête. Je n'ai pas conduit 140 km pour m'asseoir à une table dans un coin pendant qu'elle faisait semblant que je n'existais pas. Je me suis fait du café. J'ai corrigé des copies. Je suis allé me promener le long du ruisseau derrière mon complexe d'appartements, et j'ai regardé l'eau attraper la lumière du matin. Et j'ai réfléchi à mes options. Je pourrais l'appeler, la confronter, exiger de savoir pourquoi elle avait dit ces choses, pourquoi elle m'avait coupé de sa vie, pourquoi être enseignante me rendait indigne de son amour. Je pourrais faire une capture d'écran de son message et le poster en ligne. Laisser le monde voir quel genre de mère élève un médecin, un avocat, et jette une fille. Je pourrais débarquer au Jefferson sans invitation, faire une scène, les forcer à reconnaître mon existence. Mais qu'est-ce que tout cela accomplirait? Ma mère avait fait son choix. Elle avait choisi le statut plutôt que son propre enfant. Elle avait choisi l'opinion des femmes d'un country club plutôt que la fille qu'il aimait depuis 3 décennies. Si elle voulait que je disparaisse, je lui donnerais exactement ce qu'elle demandait. Mais pas parce qu'elle l'exigeait, parce que je le choisissais. J'ai bloqué son numéro cet après-midi-là, puis celui de Victoria, puis celui de Bradley. J'ai supprimé Instagram pour ne pas avoir à voir leurs photos de famille soigneusement mises en scène. Je ne savais pas alors que mon silence durerait 4 ans. Je ne savais pas que ces 4 années changeraient tout. Tout ce que je savais en ce moment calme, c'était ceci, je ne supplierais pas d'être aimé par des gens qui me voyaient comme une tache sur leur réputation. Le monde a continué de tourner, et la famille Fairbank a continué de prétendre que je n'en avais jamais fait partie. 6 mois après cette fête des mères, Rachel m'a appelé avec une mise à jour que je n'avais pas demandée. Les photos de Thanksgiving sont en ligne, a-t-elle dit doucement. Victoria les a postées il y a 1 heure. Je m'étais dit que je ne regarderais pas. J'ai tenu 3 heures. L'image montrait ma mère en bout de table de sa salle à manger formelle, flanquée de Victoria et Bradley, leurs conjoints disposés parfaitement derrière eux. Les verres en cristal accrochaient la lumière. Une dinde massive brillait au centre. La légende disait, reconnaissante pour ma famille incroyable. Maman, tu nous as bien élevés. 3 personnes, pas 4. Ma chaise n'était même pas vide. Ils avaient simplement reconfiguré la disposition, comme si la table avait toujours été dressée pour 6 au lieu de 8. À Noël, j'avais arrêté de me torturer avec les réseaux sociaux. Mais Rachel appelait toujours. Ta mère dit à tout le monde que tu fais du bénévolat en Afrique, a-t-elle dit. Une sorte d'ONG éducative. Très prestigieux. Tu ne peux pas rentrer parce que tu changes des vies à l'étranger. J'ai ri. Le genre de rire amer qui vous gratte la gorge. Elle ment pour couvrir le fait qu'elle m'a renié. Elle ment pour que personne ne pose de questions, pour ne pas avoir à admettre qu'elle a mis sa propre fille à la porte parce qu'elle est enseignante. Rachel a marqué une pause. Ingrid,
elle a dit à Madame Patterson au club que tu avais été nommé pour un prix international d'enseignement au Kenya. Je n'avais pas quitté la Virginie depuis 3 ans. C'est là que j'ai compris. Ma mère ne me détestait pas. Elle détestait ce que mon existence disait d'elle. Alors, elle avait inventé une version de moi dont elle pouvait se vanter. Une héroïne humanitaire, commodément injoignable. La vraie moi, celle qui enseignait en 4e année à 140 km de là, était déjà un fantôme. J'ai rencontré Marcus Webb un mardi d'octobre, entouré de citrouilles et d'enfants de 9 ans qui gloussaient. Son exploitation, Webb Family Organique, était une légende locale. 20 hectares de collines vallonnées, des légumes anciens, un petit verger où les familles venaient chaque automne cueillir des pommes et prendre des photos contre la Grange Rouge. J'avais emmené mes élèves de 4e année en sortie scolaire pour apprendre l'agriculture durable. Marcus attendait près du tracteur quand notre bus s'est arrêté, grand, les épaules larges, avec des yeux bienveillants et de la terre incrustée en permanence sous les ongles. Il m'a serré la main et a dit « Vous devez être mademoiselle Fairbank. Ma fille n'arrête pas de parler de vous. » Sa fille, c'était Lily, 5 ans, des boucles dorées et un sourire qui pourrait faire fondre des glaciers. Elle était dans la classe de maternelle de ma collègue, mais je lui donnais des cours de soutien 2 fois par semaine après le décès de sa mère des suites d'un cancer l'année précédente. Lily est une enfant incroyable, lui ai-je dit. Vive d'esprit, curieuse de tout. Quelque chose a changé sur son visage. De la gratitude, peut-être, ou la reconnaissance d'une âme sœur. Elle dit que vous êtes sa maîtresse préférée dans toute l'école, même si vous n'êtes pas techniquement sa maîtresse. Il a souri. Ces mots. Cette sortie scolaire s'est transformée en un appel téléphonique. L'appel téléphonique s'est transformé en café. Le café s'est transformé en pique-nique sous le vieux chêne de sa propriété, où Marcus m'a posé des questions sur ma famille, et où je lui ai dit la vérité. Je n'en ai pas, ai-je dit. Ou bien ils ont décidé qu'ils ne m'avaient plus. Il n'a pas demandé de détails. Il n'a pas insisté. Il m'a juste tendu une part de tarte aux pommes que la mère de sa défunte femme lui avait appris à faire, et a dit, la famille, ce n'est pas toujours le sang, un grade. Parfois, ce sont les gens qui sont là quand tous les autres partent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à le croire. 2 années ont passé comme des pages tournées dans un livre que j'écrivais enfin pour moi-même. En 2022, Marcus et moi nous sommes mariés. Pas dans un country club, pas avec 300 invités et un gâteau à 12 étages. Nous avons échangé nos vœux sous le chêne où nous avions eu notre première vraie conversation, avec Lily comme demoiselle d'honneur et une poignée d'amis qui étaient devenus une famille. J'ai officiellement adopté Lily la même année. Le jour où les papiers ont été validés, elle m'a tendu un dessin au crayon de 3 bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil jaune. En bas, en lettres tremblotantes de maternelle, elle avait écrit « Ma maman, mon papa, moi ». Je garde ce dessin dans mon bureau au travail. Certains jours, quand le monde semble lourd, je le sors juste pour me rappeler ce qui compte. J'ai terminé ma maîtrise en leadership éducatif grâce à des cours du soir et des sessions d'été, tapant des devoirs à 23 heures après que Lily se soit endormie, étudiant pendant mes pauses déjeuner, déterminé à prouver que l'ambition ne nécessitait pas d'abandonner les élèves que j'aimais. Quand un poste de directrice adjointe s'est libéré à l'école élémentaire de Maple Creek, j'ai postulé. Le comité d'entretien était composé de 3 membres du conseil scolaire, dont Marcus, qui s'est récusé du vote. J'ai eu le poste quand même. À travers tout cela, je suis resté invisible. Pas de réseaux sociaux, pas de communiqués de presse, pas d'annonce fière à la famille qui m'avait effacé. Quelque part à Richmond, ma mère racontait toujours aux gens que je sauvais des enfants en Afrique. Quelque part à DC, Bradley faisait toujours semblant de n'avoir jamais eu de 2e sœur. Quelque part en ligne, Victoria postait des photos de dîners de famille à des tables qui n'auraient jamais de place pour moi. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais devenu, et je n'étais pas prête à le leur dire. Pas encore. L'appel téléphonique est arrivé un jeudi après-midi de mars 2024. Madame Fairbank Webb ? La voix était formelle, précise. Ici Diana Chen. Toutes mes excuses, Diana Morrison, du département de l'éducation de Virginie. Le conseil a examiné votre candidature, et j'ai le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionnée comme nouvelle surintendante des écoles du comté de Clark. Je me suis assise sur le bord de mon bureau, mes jambes soudainement incertaines. Surintendante, le poste pour lequel j'avais postulé sur un coup de tête, ne croyant jamais que je serais réellement considéré. Superviser 12 écoles, 4000 élèves, 200 enseignants.
Êtes-vous certaine, ai-je réussi à dire. Votre dossier parle de lui-même. Taux d'alphabétisation en hausse de 18% en 3 ans. Rétention des enseignants la plus élevée de la région. Le programme de mentorat que vous avez développé est en cours d'adoption à l'échelle de l'État. Une pause. Le docteur Hart vous a spécifiquement recommandé. Elle a dit que vous étiez la meilleure éducatrice avec laquelle elle ait jamais travaillé. Eleanor Hart, ma mentor de ma première année d'enseignement, maintenant commissaire à l'éducation de l'État. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. L'annonce a touché les journaux locaux 2 semaines plus tard. Une enseignante locale devient surintendante. Un petit titre dans le Shenandoah Valley Voice, complet avec ma photo provenant du site web du district scolaire. Je ne pensais pas que quelqu'un de ma famille le verrait. J'avais tort. Rachel a appelé ce soir-là, à bout de souffle. Ingrid, ta sœur vient de poster cet article dans le groupe familial avec la légende, n'est-ce pas notre Ingrid? Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que ma mère a dit? Rien. Elle n'a pas répondu. Mais... Rachel a hésité. J'étais chez tante Patricia quand c'est arrivé. Ta mère a appelé Victoria immédiatement. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Ingrid, elle était furieuse. Furieuse que tu aies eu le poste. Furieuse qu'elle ne le sache pas, furieuse qu'elle raconte à tout le monde que tu es en Afrique et que maintenant, il y a la preuve que tu as été ici tout ce temps. L'email est arrivé 3 jours plus tard. L'objet disait « de ta mère ». J'ai failli le supprimer sans le lire. Failli. Ma très chère Ingrid, comment sait-il? J'ai vu la merveilleuse nouvelle de ta promotion. J'ai toujours su que tu en avais l'étoffe. Nous devrions déjeuner ensemble bientôt. J'adorerais entendre tout ce que tu as accompli. La fête des mères approche. Cela signifierait tellement d'avoir toute la famille réunie à nouveau. Pas d'excuses, pas de reconnaissance des 4 années de silence, aucune mention du message WhatsApp qui m'avait brisé. Juste une invitation, comme si rien ne s'était passé, comme si j'avais simplement été absente pour un long voyage et que j'étais maintenant la bienvenue pour revenir. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Ing, c'est Victoria. Sa voix était mielleuse, chaleureuse, un ton que je n'avais pas entendu depuis que nous étions enfants. Je sais que ça fait un moment, mais je voulais te contacter personnellement. Maman ne se sent pas bien, et elle a demandé de tes nouvelles. Elle veut vraiment te voir. Qu'est-ce qu'elle a? Juste du stress. Tu sais comment elle est. Mais tu lui manques, Ingrid. Nous tous, en fait. J'ai appelé Rachel ce soir-là. Est-ce que ma mère est malade? Rachel a pouffé. Elle était au spa hier. Elle a posté un selfie dans le hammam à l'eucalyptus. Un temps. Ingrid, ils ne te contactent pas parce que tu leur manques. Ils te contactent parce que tu as fait les gros titres. Je le savais déjà, mais entendre Rachel le confirmer a fait s'installer la vérité au plus profond de moi. Puis-je vous demander quelque chose? Avez-vous déjà reçu un de ces appels de réconciliation? Le genre où vous pouvez entendre l'insincérité dégouliner à travers le téléphone? Si vous voyez exactement de quoi je parle, commentez, oui, ci-dessous. Et si vous voulez savoir ce que j'ai fait ensuite, continuez à regarder, parce que ce qui s'est passé à cette cérémonie de remise de prix, même moi je ne l'avais pas vu venir. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai été forte chaque jour, que je n'ai jamais vacillé, jamais douté, jamais resté éveillé à 3 heures du matin à me demander si j'étais la méchante de ma propre histoire. Mais ce ne serait pas la vérité. Les doutes se sont insinués lentement après cet appel de Victoria. Au travail, les collègues continuaient de me féliciter. L'annonce de la surintendance s'était répandue dans le comté comme une traînée de poudre. Tout le monde voulait me serrer la main, me poser des questions sur mes projets, partager à quel point ils étaient fiers. Et puis sont venues les questions que je redoutais. Vos parents doivent être aux anges, a dit mon directeur adjoint un matin, rayonnant. Je parie que votre mère se vante auprès de tout le monde à l'église. J'ai souri, hoché la tête, changé de sujet. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine pendant que Marcus faisait la vaisselle et que Lily faisait ses devoirs au comptoir. Le silence semblait plus lourd que d'habitude. Tu es ailleurs, a dit Marcus sans se retourner. Parle-moi. J'ai pressé mes paumes contre mes yeux. Victoria a appelé,
Elle a dit que maman demandait de mes nouvelles, que je lui manquais. J'ai levé les yeux vers lui. Et si j'avais tort, Marcus? Et si j'avais été trop dur? C'est toujours ma mère. Peut-être que j'aurais dû. Aurait dû quoi? Il a séché ses mains, s'est tourné pour me faire face. La rappeler? Aller dîner? Faire semblant que les 4 dernières années n'ont pas eu lieu. Je ne sais pas, ma voix s'est brisée. Je continue juste de penser que tout le monde pardonne à sa famille, non? C'est ce qu'on est censé faire. Et si c'était moi la méchante ici? Marcus n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il est allé au bureau, a disparu un instant, et est revenu avec son ordinateur portable. Je veux te montrer quelque chose, a-t-il dit. Quelque chose que je gardais pour un moment exactement comme celui-ci. Marcus a posé l'ordinateur sur la table et a ouvert un dossier intitulé Ingrid, ne pas supprimer. À l'intérieur se trouvaient des fichiers que j'avais presque oublié existaient. Le premier, une capture d'écran du message WhatsApp de ma mère, celui que Rachel m'avait envoyé il y a 4 ans. L'horodatage brillait dans le coin. 9 mai 2020, 20h32. Les mots n'avaient pas changé. Je ne la considère plus comme ma fille. Le deuxième, l'email de ma mère d'il y a 2 semaines. Ma très chère Ingrid. Pas d'excuses, pas de reconnaissance. Le troisième, une photo de l'Instagram de Victoria, Thanksgiving 2020. Le portrait de famille avec l'espace vide où j'aurais dû être. La légende, maman, tu nous as bien élevés. J'ai tout sauvegardé, a dit Marcus doucement. Chaque message que Rachel a transféré, chaque photo qui est apparue en ligne. J'ai tout sauvegardé sur le cloud avec les horodatages et les métadonnées parce que je savais que ce jour viendrait. Il s'est assis en face de moi. Je savais qu'il y aurait un moment où tu oublierais pourquoi tu es parti, où tu commencerais à te demander si c'était toi qui avais échoué. J'ai fixé l'écran, la preuve de mon propre effacement, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Tu n'as pas échoué, a continué Marcus. Tu as survécu. Tu as construit une vie. Tu es devenu quelqu'un, non pas malgré eux, mais sans eux. Il a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Tu ne dois pas le pardon à des gens qui ne l'ont jamais demandé. Tu ne te dois qu'à toi-même la vérité. J'ai refermé l'ordinateur lentement. Rachel t'a envoyé autre chose, ai-je dit. Qu'est-ce que c'est? Marcus a hésité. Tu es sûr de vouloir voir? J'ai hoché la tête. Il a affiché une dernière capture d'écran. Un nouveau message du groupe familial daté d'hier seulement. Et quand je l'ai lu, tout est devenu clair. La capture d'écran provenait du groupe de discussion de la famille Fairbank, celui dont j'avais été retiré 4 ans auparavant. Le message de ma mère brillait sur l'écran, daté de la veille. Merveilleuse nouvelle. Ingrid va être honorée lors de la cérémonie de l'enseignant de l'année de l'État le mois prochain. Ce sera télévisé. J'ai déjà confirmé notre présence. Nous arriverons tôt, nous assiérons dans la section famille, et la rejoindrons sur scène pour les photos. Victoria, porte ton Valentino rouge. Bradley, amène Caroline. C'est une opportunité de montrer à tout le monde que la famille Fairbank est unie. La réponse de Victoria, j'ai déjà choisi ma robe. Dois-je apporter des fleurs? Bradley, je vais libérer mon emploi du temps. Bon coup de relations publiques. Pas une seule personne n'avait demandé si je voulais qu'il soit là. Pas un seul message ne mentionnait la réconciliation, des excuses, ou même une conversation privée avant de se montrer au moment le plus important de ma carrière. Il prévoit de détourner ta cérémonie, a dit Marcus, sa voix tendue par une colère contenue. Entrer comme si de rien n'était. Poser pour les caméras. S'attribuer le mérite. J'ai relu les messages, plus lentement cette fois. Les mots de ma mère résonnaient dans ma tête. C'est une opportunité. Pas, ma fille me manque, pas, j'ai eu tort. Une opportunité. Pour réparer sa réputation, pour reprendre le contrôle du récit. Pour se tenir à mes côtés dans mon moment de triomphe et prétendre qu'elle avait été là tout le long. Ils ne veulent pas que je revienne, ai-je dit, la réalisation s'installant froide et définitive dans ma poitrine. Ils veulent la version de moi qu'ils peuvent exhiber. Marcus a hoché la tête. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé la capture d'écran une dernière fois, l'orchestration minutieuse de ma mère, la conformité impatiente de mes frères et sœurs, l'absence totale de tout ce qui ressemblerait à des remords.
Je vais les laisser venir, ai-je dit doucement. Et ensuite, je vais dire la vérité. Nous nous sommes réunis autour de la table de la cuisine ce soir-là, Marcus, Rachel en appel vidéo, et moi, comme des généraux planifiant une campagne. Tu pourrais les désinviter, a suggéré Rachel. Appeler la sécurité, les faire expulser s'ils essaient d'entrer. Alors c'est moi la méchante, ai-je dit. La fille ingrate qui a interdit à sa propre mère l'accès à sa cérémonie de remise de prix. C'est l'histoire qu'ils raconteront à tout le monde. Alors quelle est l'alternative, a demandé Marcus. Les laisser entrer et prétendre qu'ils t'ont soutenu tout ce temps. J'y réfléchissais depuis des heures, envisageant des scénarios, pesant les options. Non, ai-je dit finalement. Je les laisse venir. Je ne fais pas de scène avant. Je ne les préviens pas et je ne les confronte pas, j'ai pris une respiration. Et puis, quand je ferai mon discours d'acceptation devant 500 éducateurs, les caméras de télévision et le gouverneur de Virginie, je remercierai ma famille. Le visage de Rachel sur l'écran s'est figé. Ingrid. Je remercierai ma famille, ai-je répété. Mon mari Marcus, qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Ma fille, Lily, qui m'a appris à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Et c'est tout. C'est toute la liste. Le silence a plané dans l'air. Tu ne vas pas les mentionner du tout, a dit Marcus lentement. Pourquoi le ferais-je? Ce ne sont pas ma famille. Ils l'ont clairement fait savoir il y a 4 ans. J'ai affiché la capture d'écran du message WhatsApp de ma mère sur mon téléphone. Je n'ai pas besoin de les exposer. Je n'ai pas besoin de lire ça à voix haute. J'ai juste besoin de ne pas les inclure. L'absence parlera d'elle-même. Et si ta mère essaie de monter sur scène quand même? A demandé Rachel. J'ai souri, le premier vrai sourire que j'avais ressenti depuis des jours. Alors je lui rappellerai très poliment que je ne fais qu'honorer les limites qu'elle a fixées. Elle a dit que je n'étais plus sa fille. Je la prends simplement au mot. Le docteur Eleanor Hart m'a appelé 3 jours avant la cérémonie. Ingrid, nous devons parler. Sa voix portait la franchise sans détour dont je me souvenais de ma première année d'enseignement, quand elle avait été la directrice qui avait donné sa chance à une jeune femme nerveuse de 22 ans fraîchement sortie de l'université. Il y a eu un imprévu. Je me suis préparé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a contacté le coordinateur de la cérémonie la semaine dernière. Une femme nommée Margaret Fairbank. Elle a dit qu'elle était votre mère. Eleanor a marqué une pause. Elle a demandé à parler pendant la partie réservée aux remarques de la famille du programme. Elle voulait dire quelques mots sur le fait de vous avoir élevé. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Elle a fait quoi? Le coordinateur m'a transmis la demande puisque je fais le discours d'introduction. Je l'ai refusé. Une autre pause. Plus lourde cette fois. Ingrid, je ne connais pas toute l'histoire de votre situation familiale. Vous ne me l'avez jamais racontée et je n'ai jamais demandé, mais je vous connais. Je vous ai vu travailler pendant 15 ans et je sais que si vous aviez voulu que votre mère soit impliquée, vous l'auriez mentionné vous-même. J'ai expiré lentement. Merci, Eleanor. Je vous présente sur cette scène, a-t-elle continué. Et je vais parler de vos réalisations, de votre dévouement, de vos 15 années à changer la vie des enfants. Pas de votre nom de famille, pas de qui vous a élevé, juste de ce que vous avez construit de vos propres mains. Elle s'est adoucie. Vous avez mérité ça, Ingrid. Personne ne peut réécrire cette histoire à part vous. Quand j'ai raccroché, Marcus m'observait depuis l'encadrement de la porte. Ta mère a essayé de monter sur scène. Eleanor l'a bloqué. Il a secoué la tête lentement, non pas par incrédulité, mais en confirmation de tout ce qu'il savait déjà sur la femme qui m'avait jeté. Elle pense vraiment qu'elle peut juste revenir comme ça, a-t-il dit. Elle pense qu'elle le mérite, ai-je répondu. C'est ça la différence. La veille de la cérémonie, je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes vierge, une tasse de camomille, et le poids de 4 années pressant contre ma poitrine. Lily était allée se coucher 1 heure plus tôt, sa petite main s'agitant depuis l'embrasure de la porte. Bonne chance demain, maman. Tu vas être génial. Marcus était dans le salon, me laissant de l'espace pour écrire. Il comprenait que certains mots devaient être trouvés seuls. J'ai fixé la page blanche. Je voudrais remercier. Mon stylo a plané. Qui devais-je remercier? Mes collègues, évidemment, le docteur Hart,
les membres du conseil qui avaient cru en moi, les élèves qui avaient rendu chaque matinée précoce et chaque soirée tardive digne d'effort. Et puis, à quoi je pensais? À ma mère. À la femme qui avait organisé des déjeuners au country club tout en racontant à ses amis que je sauvais des enfants en Afrique, qui m'avait effacé des photos de famille comme on retouche une imperfection, qui était à cet instant précis probablement en train de préparer sa tenue, de s'entraîner à faire son sourire de mère fière, de répéter le discours qu'Eleanor lui avait déjà refusé. J'ai commencé à écrire. Je veux remercier ma famille, la famille que j'ai choisie et la famille qui m'a choisi en retour. Mon mari Marcus, qui m'a vu quand j'étais invisible. Ma fille Lily, qui m'a appris que l'amour n'est pas quelque chose qui se mérite. C'est quelque chose que l'on donne librement. J'ai posé le stylo. C'était assez. C'était tout. Aucune mention du nom Fairbank. Aucune reconnaissance des gens qui avaient annoncé mon exil dans un chat de groupe. Juste la vérité. La famille dans mon discours était la famille qui s'était réellement montrée. Fini, a demandé Marcus depuis la porte. Fini, ai-je dit. Demain, je me tiendrai devant 500 personnes, et pour la première fois en 4 ans, je laisserai mon silence parler. Le Capitole de l'État de Virginie n'avait jamais paru aussi imposant. J'avais vu des photos du bâtiment toute ma vie. Le design néoclassique de Thomas Jefferson, les colonnes blanches, le dôme qui semblait toucher le ciel. Mais debout à l'entrée dans ma robe bleu marine, Marcus à mon bras et Lily me tenant la main, j'avais l'impression d'entrer dans l'histoire. La cérémonie se tenait dans la salle de la chambre. 500 chaises disposées en rangées précises. Chacune remplie d'éducateurs de tous les coins de l'État, directeurs, enseignants, membres de conseils scolaires, surintendants comme moi qui avaient passé leur carrière dans des salles de classe avant de monter vers les bureaux et les caméras. 3 équipes de journalistes, dont un flux en direct vers le site web du département de l'éducation. J'ai signé à la table d'inscription. Une bénévole m'a tendu mon badge. Ingrid Fairbank Webb, enseignante de l'année de l'État de Virginie 2024. Félicitations, a-t-elle dit chaleureusement. Votre famille doit être si fière. J'ai souri. Ils le sont. Nous avons pris place au premier rang, réservé aux lauréats et à leurs familles immédiates. Lily était assise entre Marcus et moi, ses jambes se balançant sous sa chaise, trop courte pour atteindre le sol. Elle portait la robe que nous avions choisie ensemble, jaune pâle avec de minuscules marguerites brodées. Maman, a-t-elle chuchoté en tirant sur ma manche. C'est ton nom là-haut? J'ai levé les yeux. Une bannière massive s'étendait à travers la scène. Enseignante de l'année de l'État de Virginie 2024, Ingrid Fairbank Webb. Mon nom, large de 15 mètres, impossible à ignorer. J'ai serré la main de Lily. Oui, ma chérie. C'est mon nom. Derrière moi, je pouvais sentir des yeux sur mon dos. La sensation de picotement d'être observé. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà qui était assis au deuxième rang, sans invitation et sans se décourager, attendant un projecteur qui ne brillerait jamais sur eux. Je les ai entendus avant de les voir. Excusez-moi, c'est ma fille là-haut. Oui, la lauréate. Je dois être dans la section famille. La voix de ma mère portait à travers la salle avec une autorité exercée. Le même ton qu'elle utilisait pour commander les serveurs. Faire taire la dissidence lors des dîners. Convaincre les étrangers qu'elle appartenait à l'endroit où elle se trouvait. J'ai gardé les yeux vers l'avant. Respire. Juste respire. De ma vision périphérique, je les ai vus arriver comme une délégation. Ma mère en Chanel crème, perle à la gorge. Victoria dans cette robe Valentino rouge qu'elle avait mentionnée, taille cintrée, décolleté dramatique, prête pour la caméra. Bradley en costume Tom Ford gris anthracite, sa femme Caroline traînant derrière en Oscar de la Renta. Ils ont balayé le deuxième rang directement derrière nous. Et j'ai entendu le chuchotement de scène de ma mère à la femme à côté d'elle. Je suis Margaret Fairbank, la mère d'Ingrid. J'ai élevé cette fille depuis le jour de sa naissance. Tout ce qu'elle est, elle me le doit. La femme a hoché la tête poliment, jetant un coup d'œil à la bannière, puis revenant à ma mère. Victoria s'est penchée en avant, assez près pour que je puisse sentir son parfum. Ingrid, tu as bonne mine. Je ne me suis pas retourné, je ne l'ai pas reconnu. Une main a touché mon épaule. Tu ne vas pas dire bonjour à ta famille. La voix de Bradley, décontractée, pleine de droit.
J'ai tourné la tête juste légèrement. Pas assez pour leur faire face, juste assez pour être entendu. Ma famille est assise juste à côté de moi. Puis je me suis retourné vers la scène, la petite main de Lily chaude dans la mienne. Vous voulez savoir ce qui s'est passé quand j'ai fait mon discours? Quand ma mère m'a entendu remercier tout le monde dans ma vie sauf elle. Je vous promets, vous ne devinerez pas sa réaction. Si vous êtes toujours avec moi, appuyez sur ce bouton « J'aime » et restez. Les 3 prochaines minutes sont la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire. Le docteur Eleanor Hart s'est dirigé vers le podium avec la même autorité tranquille qu'elle avait portée dans chaque salle de classe, chaque réunion du conseil, chaque conversation difficile au cours des 3 dernières décennies. Elle a ajusté le micro, a balayé la salle du regard, et a commencé. En 15 ans de travail dans le système éducatif de Virginie, j'ai eu le privilège de rencontrer des milliers d'enseignants extraordinaires. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de l'une d'entre eux qui se distingue. J'ai senti ma mère bouger sur son siège derrière moi, ajustant ses perles, préparant son expression fière pour les caméras. Ingrid Fairbank-Webb a commencé sa carrière dans une école élémentaire rurale avec 23 élèves, des ressources limitées et une détermination illimitée. La voix d'Eleanor était stable, chaleureuse. Au cours de sa seule première année, elle a augmenté les niveaux de lecture d'une moyenne de 2 niveaux scolaires par élève. Pas par magie, mais en étant présente chaque jour. Elle a fait une pause, laissant les mots s'installer. Ingrid ne venait pas d'un milieu qui rendait son chemin facile. Elle n'avait pas de relation ou de privilège servi sur un plateau d'argent. Une légère emphase sur ces mots. Étais-je en train de l'imaginer? Elle a tout construit elle-même, sa maîtrise tout en enseignant à temps plein, son programme de mentorat qui est maintenant adopté dans 37 comtés à travers l'État, sa famille, mon souffle s'est coupé, point que j'ai l'honneur de présenter maintenant. Son mari Marcus, qui a servi au conseil scolaire du comté de Clark pendant 6 ans, et sa fille, Lily, qui m'a dit en coulisses que sa maman est la meilleure enseignante du monde entier. La caméra a fait un panoramique sur Marcus et Lily. Pas sur ma mère, pas sur Victoria dans sa robe rouge. Sur la famille qui comptait. Derrière moi, j'ai entendu une forte inspiration. Le grincement d'une chaise alors que quelqu'un serrait la coudoir trop fort. Eleanor a souri. Veuillez accueillir votre enseignante de l'année de l'État de Virginie 2024, Ingrid Fairbank-Webb. J'ai marché vers le podium sur des jambes qui semblaient plus stables que je ne m'y attendais. 500 visages me regardaient. Les caméras enregistraient chaque respiration, et au deuxième rang, 4 personnes en vêtements de créateurs attendaient la reconnaissance qu'ils croyaient mériter. Merci, Dr Hart, ai-je commencé. Et merci au département de l'éducation de Virginie, au bureau du gouverneur, et à tous ceux qui ont rendu cette journée possible. J'ai regardé le public, le vrai public. Des enseignants qui passaient leur week-end à corriger des copies. Des directeurs qui restaient tard pour conseiller des élèves en difficulté. Des éducateurs qui avaient choisi cette vie non pas pour l'argent ou le statut, mais parce qu'ils croyaient au pouvoir du potentiel d'un enfant. Quand j'ai commencé à enseigner il y a 15 ans, je ne savais pas si je tiendrais un semestre. Les heures étaient longues, la paie était modeste, et certaines personnes. J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin, point ont remis en question le fait que c'était une voix qui valait la peine d'être empruntée. Silence, le genre qui vibre. Mais voici ce que j'ai appris. Enseigner, ce n'est pas prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est être là pour les enfants qui ont besoin de vous, même quand personne d'autre ne le fait. Surtout quand personne d'autre ne le fait. J'ai pris une respiration. Ce qui m'amène à mes remerciements. À mes collègues de l'école élémentaire de Maple Creek, vous êtes mon village. Au Dr Hart, qui a vu quelque chose en moi quand je n'étais qu'une jeune femme nerveuse de 22 ans avec un rêve, je vous dois plus que les mots ne peuvent le dire. Je me suis tourné vers le premier rang. Et à ma famille, j'ai souri à Marcus, à Lily, mon mari, Marcus, qui a cru en moi quand j'avais cessé de croire en moi-même. Ma fille Lily, qui me rappelle chaque jour à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Je me suis arrêté. C'était toute la liste. Derrière moi, quelqu'un au deuxième rang s'est levé. Ingrid. La voix de ma mère. Je ne me suis pas retourné. Ingrid, ma chérie, tu n'as sûrement pas oublié ta propre mère. La voix de Margaret a résonné dans la salle, son ton à mi-chemin entre blessé et autoritaire, le genre de voix conçue pour que tout le monde dans la pièce sympathise avec elle. La mère négligée, oubliée par son enfant ingrate. J'ai entendu du mouvement derrière moi, des talons claquant contre le marbre.
Elle marchait vers la scène. 500 têtes se sont tournées, les caméras ont pivoté. Le moment s'étirait comme du caramel, collant et inéluctable. Ma mère a atteint le bas des marches de la scène, son Chanel crème accrochant la lumière, son sourire répété fermement en place. Je voudrais juste dire quelques mots sur ma fille, sur combien je suis fier de tout ce qu'elle est. Madame Fairbank. Ma voix est sortie calme, tranquille, amplifiée par le micro du podium pour que tout le monde entende. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase, un pied sur la première marche. Merci d'être venu, ai-je dit, croisant son regard pour la première fois en 4 ans. Mais la partie familiale de mon discours est terminée. Son sourire a vacillé juste une seconde, une fissure capillaire dans la façade. Ingrid, je suis ta mère. Vous avez dit que vous ne me voyez plus comme votre fille. Les mots sont tombés comme des pierres dans un étang calme. Il y a 4 ans, dans un message de groupe, vous avez dit que j'avais choisi d'être une simple enseignante et que je ne faisais plus partie de votre famille. Des hoquets de surprise ont parcouru le public, un murmure de voix. Quelqu'un a laissé tomber un programme. J'ai simplement honoré votre décision, ai-je continué uniformément. La famille que je remercie aujourd'hui est la famille qui s'est tenue à mes côtés, la famille qui n'a pas exigé que je prouve ma valeur par un titre de poste ou un salaire. Un agent de sécurité s'est approché doucement de Margaret, lui faisant signe de retourner à son siège. Elle restait figée, n'avançant pas, ne reculant pas. Pour la première fois de ma vie, ma mère n'avait rien à dire. Le silence a duré exactement 4 secondes. Puis, quelque part au milieu de la salle, une femme s'est levée, cheveux gris, milieu de la soixantaine, portant un simple gilet et des lunettes qui avaient vu des milliers de salles de classe. Elle a commencé à applaudir, lentement, délibérément, indubitablement. Une autre personne s'est levée, puis 5, puis 20. Les applaudissements ont enflé comme une vague, roulant à travers la salle jusqu'à ce que chaque éducateur dans cette pièce soit debout. 500 personnes me donnant quelque chose que ma propre mère n'avait jamais eu, une validation sans condition. J'ai agrippé les bords du podium, mes yeux brûlants. L'agent de sécurité a doucement guidé Margaret vers son siège. Elle marchait avec raideur, mécaniquement, sa posture parfaite s'effritant à chaque pas. Victoria a tendu la main vers son bras, chuchotant quelque chose d'urgent, mais Margaret l'a repoussé. J'ai attrapé des fragments de conversation des rangées voisines. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Sa propre mère l'a reniée pour être enseignante. C'est dégoûtant. Donc c'est la femme qui l'a traitée de simple enseignante. Tu imagines? L'histoire se répandait dans la salle comme une traînée de poudre. Chaque murmure, un autre clou dans le cercueil de la réputation soigneusement construite de ma mère. Quand les applaudissements se sont enfin calmés et que les gens ont repris leur place, j'ai vu Margaret assise rigidement sur sa chaise, fixant droit devant elle. Son Chanel crème semblait soudain trop brillant, j'essaie trop fort. Victoria tapait furieusement sur son téléphone. La mâchoire de Bradley était serrée si fort que je pouvais voir les muscles travailler depuis la scène. Et au premier rang, Lily me regardait avec des yeux brillants. Tu l'as fait, maman, a-t-elle chuchoté, trop doucement pour que quelqu'un d'autre l'entende, mais j'ai lu sur ses lèvres parfaitement. Je lui ai souri. Juste à elle. Le reste du public s'est fondu dans le bruit de fond. Ma famille était fière de moi. C'était tout ce qui comptait. Ils m'ont coincé dans le couloir à l'extérieur de la salle. Je venais de finir de prendre des photos avec le gouverneur, un homme aimable avec une poignée de main ferme qui m'avait dit que mon discours était la chose la plus honnête qu'il ait entendue dans ce bâtiment depuis 20 ans, quand je les ai vus approcher. Ma mère, flanquée de Victoria et Bradley, se déplaçant à travers la foule avec la détermination de gens qui croyaient qu'on leur devait une explication. Ingrid. La voix de ma mère était basse maintenant, dépouillée de sa qualité de performance. Nous devons parler en privé. J'ai gardé mon ton agréable, professionnel. Si vous avez quelque chose à dire, Madame Fairbank, vous pouvez le dire ici. Ses yeux ont papillonné vers les gens autour de nous, d'autres lauréats, leurs familles, un journaliste griffonnant des notes. Tu m'as humilié devant tout le monde à la télévision. J'ai énoncé un fait. J'ai sorti mon téléphone, l'ai déverrouillé, et ai tenu la capture d'écran qui vivait dans ma pellicule depuis 4 ans. C'est le message que vous avez envoyé le 9 mai 2020. Je ne la considère plus comme ma fille. Vos mots, votre décision. Je l'ai simplement honorée. Le visage de ma mère est devenu pâle. J'étais contrarié.
Tu sais comment les choses sont sorties de leur contexte. Contexte. Je lui ai montré l'horodatage, l'identifiant de l'expéditeur, l'emoji cœur de Victoria, le « compris maman » de Bradley. C'était un message de groupe disant à tout le monde dans notre famille de prétendre que je n'existais pas. Il n'y a pas d'autre contexte. Bradley s'est avancé. Ingrid, soyons raisonnables. J'ai été raisonnable pendant 30 ans. Ma voix est restée calme. J'ai été raisonnable quand vous m'avez assise à la table des enfants. Raisonnable quand maman a oublié ma remise de diplôme. Raisonnable quand vous avez tous décidé que ma carrière me rendait jetable. J'ai rangé mon téléphone. J'ai fini d'être raisonnable. Le masque de Victoria s'est fissuré en premier. C'est ridicule, a-t-elle sifflé, sa robe Valentino rouge semblant soudain criarde sous les lumières fluorescentes du couloir. Nous sommes venus ici pour te soutenir. Nous avons réorganisé tous nos emplois du temps. Vous êtes venu ici pour une séance photo. J'ai gardé ma voix égale. J'ai lu tes messages, Victoria. Dois-je apporter des fleurs? Ce n'est pas du soutien. C'est de la mise en scène. Son visage a rougi. Comment as-tu? Qui t'a montré ça? Peu importe comment je le sais. Ce qui compte, c'est que vous avez tous prévu de vous montrer à ma cérémonie, de vous asseoir dans ma section famille et de vous attribuer le mérite d'un succès que vous avez passé 4 ans à ignorer. Bradley a essayé une approche différente. Sa voix d'avocat, calme, raisonnable, le ton qu'il utilisait pour négocier des règlements. Ingrid, pense à ça d'un point de vue relations publiques. La vidéo devient virale. Les gens appellent maman. Les gens appellent maman parce qu'elle est. Tu aggraves les choses pour tout le monde. Pour le nom de famille. Je ne porte plus ce nom depuis 2 ans. J'ai levé la main, montrant la simple alliance en or que Marcus y avait placée. Je suis une web maintenant. Et ce qui est drôle avec les noms de famille, c'est qu'ils ne signifient quelque chose que si la famille derrière est réelle. Victoria s'est approchée, sa voix tombant dans un murmure féroce. Tu te crois meilleur que nous, n'est-ce pas? Juste parce que tu as eu un prix. Non. J'ai croisé son regard. Je pense que je suis exactement ce que j'ai toujours été, une enseignante. La même enseignante que tu as qualifiée de simple enseignante. La même enseignante que maman avait honte de mentionner à son country club. Je me suis tourné pour les regarder tous les 3. Je ne suis pas devenu meilleur que vous. Vous avez décidé que je n'étais pas assez bien, et j'ai arrêté d'essayer de vous faire changer d'avis. Derrière moi, j'ai entendu les pas réguliers de Marcus. La petite main de Lily a trouvé la mienne. Prête à rentrer? A-t-il demandé. Plus que prête. Je me suis tourné pour faire face à ma mère une dernière fois. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière. Le Chanel crème tombait différemment maintenant. Les perles semblaient moins polies. 4 ans de construction minutieuse de réputation, défait en 3 minutes sur une scène qu'elle n'avait jamais été invitée à partager. Madame Fairbank, ai-je dit doucement, assez doucement pour qu'elle seule puisse entendre. Il y a 4 ans, vous avez fait un choix. Vous avez choisi votre image plutôt que votre fille. Vous avez choisi l'opinion des femmes d'un country club plutôt qu'une enfant qui vous aimait. Sa lèvre a tremblé. La première fissure dans son armure que j'ai jamais vue. Je pourrais vous détester pour ça, ai-je continué. J'ai passé beaucoup de nuits à penser que je devrais. Mais voici ce que j'ai réalisé, vous détester signifierait que vous contrôlez encore ma vie. Et vous ne le faites pas. Plus maintenant. Ingrid, je ne vous demande pas de vous excuser. Je n'ai pas besoin de vos excuses pour être heureuse. Je suis heureuse depuis 2 ans sans elle. J'ai pris une respiration. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne fais pas ça pour vous punir. Je le fais parce que j'ai enfin appris la différence entre le pardon et le respect de soi. Je me suis tourné vers Victoria. Tu as demandé si je me crois meilleur que vous. Ce n'est pas le cas. Je pense juste que je mérite d'être aimé sans condition. Et j'ai trouvé ça ailleurs. À Bradley, tu t'inquiétais pour le nom de famille, mais les noms ne sont que des mots. La famille, c'est être présent. Tu n'as pas été présent pendant 4 ans. Tu n'as pas le droit de commencer maintenant. J'ai reculé, la main de Marcus chaude dans le bas de mon dos. Lily pressée contre mon flanc. Au revoir, Madame Fairbank. Victoria. Bradley.
J'ai hoché la tête une fois. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, mais vous ne le trouverez pas avec moi. Nous avons franchi les portes sans regarder en arrière. Les retombées ne se sont pas produites du jour au lendemain. Elles se sont insinuées lentement, comme l'eau à travers les fissures des fondations. Rachel m'a appelé un mois après la cérémonie avec des mises à jour que je n'avais pas demandées, mais que j'avais d'une certaine manière besoin d'entendre. Ta mère a démissionné du comité social du country club, a-t-elle dit. Elle a dit qu'elle devait se concentrer sur des affaires familiales. Mais tout le monde connaît la vraie raison. Les femmes lui posaient des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre sur toi, sur le discours, sur quel genre de mère renie une fille parce qu'elle est enseignante. J'ai remué mon café, regardant la crème tourbillonner. Et Victoria, elle a supprimé tous ses posts Instagram de famille. Absolument tous. Quelqu'un dans les commentaires de sa page professionnelle a demandé si elle était la sœur qui avait envoyé un emoji cœur quand sa mère rabaissait sa sœur. Rachel a ri amèrement. Apparemment, les patients n'aiment pas savoir que leur chirurgien plastique a un temps de réponse par emoji cœur à la cruauté familiale de 30 secondes. Bradley était devenu entièrement silencieux. Selon Rachel, il avait dit à leur tante Patricia que toute la situation avait été disproportionnée et qu'il préférait ne pas en discuter. La classe professionnelle avait ses façons de punir les faux pas sociaux. Personne ne boycottait le cabinet de Victoria ou ne refusait d'embaucher le cabinet de Bradley, mais il y avait des chuchotements, des regards en biais lors des événements de réseautage, cette distanciation subtile qui se produit quand les gens réalisent que la surface brillante de quelqu'un cache quelque chose de pourri en dessous. Ta mère voit un thérapeute, a ajouté Rachel doucement. Elle a dit à tante Patricia qu'elle voulait comprendre ce qui avait mal tourné. J'ai posé ma tasse. Tant mieux pour elle. Tu ne veux pas en savoir plus? Peut-être qu'elle change vraiment. Peut-être qu'elle change. J'ai regardé par la fenêtre le chêne dans notre jardin. Celui où Marcus et moi avions échangé nos vœux. Mais le fait qu'elle change ne change pas ce qui s'est passé. Et ça ne m'oblige pas à revenir. 6 mois plus tard, j'ai appris ce que la paix signifie réellement. Pas l'absence de bruit. Notre ferme n'était jamais silencieuse. Lily pratiquait le piano dans le salon, les touches trébuchant sur la lettre à Élise avec une imperfection déterminée. Marcus se disputait avec le tracteur dans la grange, convaincu qu'il comprenait ses sermons sur l'efficacité du carburant. Les poules avaient des opinions sur tout. Mais sous tout ce bruit, le calme. Le genre qui vient du fait de savoir exactement où est sa place. J'étais toujours surintendante. Le travail était dur, réunions budgétaires, conflits de personnel, la paperasse interminable de la gestion de 12 écoles. Mais chaque matin, quand j'entrais dans mon bureau, je voyais le dessin au crayon de Lily épinglé au-dessus de mon bureau. 3 bonshommes allumettes, un soleil jaune. Ma maman, mon papa, moi. C'était mon rappel quotidien de ce à quoi ressemblait réellement le succès. Pour notre 3e anniversaire de mariage, Marcus et moi avons fait un autre pique-nique sous le chêne. Lily a aidé à installer la couverture, étalant des assiettes de poulet frit froid et les célèbres biscuits de la mère de Marcus. La lumière du soir rendait tout doré. Quelqu'un d'une maison d'édition a appelé la semaine dernière, a mentionné Marcus nonchalamment en me tendant un verre de limonade. Ils veulent que tu écrives un livre sur ta carrière, ton parcours, tout ça. J'ai secoué la tête avant qu'il ait fini. Je ne veux pas vivre dans le passé. Même si ça pouvait aider d'autres personnes? D'autres enseignants qu'on a fait se sentir petits? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Si jamais je raconte cette histoire publiquement, ai-je dit finalement, ce sera selon mes termes. Pas pour la vengeance, pas pour le profit. Juste pour faire savoir à quelqu'un d'autre qu'il n'est pas seul. Lily a rampé sur mes genoux, sentant l'herbe et le soleil. Raconte-moi une histoire, maman. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Il était une fois une enseignante qui a trouvé sa famille. La lettre est arrivée un mardi d'octobre, presque exactement un an après la cérémonie. Pas d'adresse de retour sur l'enveloppe, juste mon nom écrit d'une écriture que j'ai reconnue immédiatement. La cursive soignée dont ma mère s'était toujours enorgueillie. Les boucles élégantes qu'elle avait passé des années à perfectionner à l'école de bonne manière dans les années 1970. Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant un long moment, tenant juste l'enveloppe. Marcus est rentré de la grange, a vu ce que je tenais, et s'est assis en face de moi sans un mot. Tu n'es pas obligé de l'ouvrir, a-t-il dit. Je sais. Je l'ai ouverte quand même.
La lettre faisait 2 pages manuscrites sur son papier à lettres personnalisées, le papier cartonné crème avec ses initiales gravées en or. Ing, j'ai écrit cette lettre 47 fois. À chaque fois, j'ai essayé d'expliquer, de justifier, de te faire comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Mais la vérité est plus simple et plus laide que n'importe quelle explication que je pourrais donner. J'avais peur. Peur de ce que les gens penseraient. Peur d'être jugé. Peur que tes choix reflètent d'une certaine manière des échecs en moi. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne me suis même pas pardonné moi-même. Je veux juste que tu saches que j'avais tort. Pas contrarié ou sorti de mon contexte. Tort. Et je suis désolé pour chaque jour que tu as passé à croire que tu n'étais pas assez. Tu ne me dois pas de réponse. Tu ne me dois rien. Mais si jamais tu veux parler, pas nous réconcilier, juste parler, je serai là. Ta mère, même si ce mot ne signifie pas pour toi ce qu'il devrait. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai plié soigneusement et mise dans le tiroir de la cuisine. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Marcus. Je ne sais pas, j'ai regardé le chêne, ses feuilles devenant ambrées dans la lumière d'automne. Mais pour la première fois, je pense que je n'ai pas besoin de le savoir tout de suite. Vous savez ce qui m'a tenu éveillé pendant des mois après tout ça? Pas la colère, pas même la tristesse. C'était une question. Pourquoi? Pourquoi une mère effacerait-elle son propre enfant? Quel genre de personne regarde sa fille et voit un handicap? J'ai passé beaucoup de temps à lire là-dessus, à parler à une amie thérapeute, essayant de comprendre non pas pour pardonner, mais pour arrêter de porter le poids de la confusion. Voici ce que j'ai appris sur les gens comme ma mère. Margaret Fairbank a grandi dans une famille où l'amour était transactionnel. Ses propres parents la félicitaient quand elle réussissait et se retiraient quand elle échouait. Elle a appris tôt que la valeur équivaut à la performance, que l'on gagne sa place à la table, littéralement. Au moment où elle a eu des enfants à elle ne connaissait pas d'autre façon d'aimer. Quand Victoria est devenue chirurgienne et Bradley avocat, ma mère n'était pas seulement fière, elle était soulagée. Leur succès prouvait qu'elle était une bonne mère. Leur réalisation était ses réalisations. Leur statut la protégeait de la honte qu'elle portait depuis l'enfance. Et puis il y avait moi, la fille qui avait choisi le sens plutôt que l'argent, qui avait choisi une profession modeste qui faisait que Margaret se sentait exposée. Chaque fois que quelqu'un demandait des nouvelles de ses enfants, elle devait m'expliquer. Une explication ressemblait à un échec. Alors, elle a fait ce que font les gens effrayés. Elle a coupé la partie qui faisait mal. Cela ne l'excuse pas. Rien n'excuse l'abandon de son enfant. Mais comprendre cela m'a aidé à réaliser quelque chose d'important. Son rejet n'a jamais concerné ma valeur. Il concernait ses blessures. Et voici la chose que je veux que vous entendiez. Si vous avez déjà été à ma place, vous n'êtes pas responsable de guérir les gens qui vous blessent. Vous pouvez les comprendre sans les excuser. Vous pouvez avoir de la compassion sans leur donner accès à votre vie. Les limites ne sont pas des murs construits par la colère. Ce sont des portes que vous avez le droit de contrôler. Si cette histoire a résonné en vous, j'ai une question. Avez-vous déjà dû choisir entre garder la paix et protéger votre paix? Laissez votre réponse dans les commentaires, je les lis tous. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, regardez la vidéo en lien dans la description. Je pense que vous trouverez quelque chose qui vous parlera. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté. Je suis un Gred, et je sais enfin ce que signifie vraiment la famille.